Dr. Freddy, over to you, please. The rest will join us as time goes on. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'orientation d'identification des domaines prioritaires pour les interventions multisectorielles dans la région africaine de l'OMS. La langue de ce webinaire sera le français. Alors, avant de commencer, veuillez noter que cette formation virtuelle adhère au code de conduite pour prévenir et répondre aux méconduites sexuelles, y compris les harcèlements, l'abus et l'exploitation sexuelle. Et vous remarquerez que sur votre écran, comme vous êtes tous connectés, il y a des questions qui peuvent être posées. Alors, utilisez la fonction questions-réponses pour les questions concernant les sujets et les présentations. Celles les questions qui apparaîtront sur la plateforme questions-réponses seront répondues par les experts. Utilisez la fonction de chat pour les questions relatives à l'informatique ou à la logistique ou pour vous présenter. Veuillez noter qu'en participant à ces webinaires, que ce soit en tant que participant ou panéliste, nous considérons votre présence comme une autorisation d'enregistrer vos contributions et de partager les enregistrements via divers canaux à des fins de formation continue, notamment YouTube, LinkedIn et d'autres plateformes. Les documents de la session seront envoyés par courriel aux participants dans quelques jours qui suivent les webinaires. Comme nous continuons à améliorer nos programmes de formation, vos commentaires sont inestimables pour nous. Un sondage sera partagé à la fin de la session. Nous vous encourageons donc fortement à partager vos réflexions et suggestions. Vos commentaires nous aideront à adapter les prochaines sessions pour mieux répondre à vos besoins et attentes. Voici l'agenda. Nous Nous avons bien sûr commencé avec les mots de bienvenue. Les mots d'ouverture nous sera faits par Dr Mori Keita, qui travaille pour l'OMS à la région africaine. Les objectifs de ces webinaires nous seront présentés par Dr Sodinou Vincent. À 9h20 jusqu'à 9h35, qu'est-ce que les PAMI? Ce serait Dr Mbaka Nicole qui va nous les présenter. Nous aurons ensuite 9h35 à 10h05, Dr Dominguez Morgan qui va nous présenter la méthode JTFCC pour l'identification des familles pour développer le NSP pour la lutte contre le choléra. Ensuite, on aura une session qui nous sera faite de 10h05 à 10h35 par Dr Defo Eric. On va donner les temps pour des questions-réponses et la clôture nous sera faite par Dr Sodino Vincent. Pour ces webinaires, je serai les modérateurs. Donc, moi, c'est Dr Freddy Banzamutoka. Je travaille aussi pour le bureau régional de l'OMS Afro. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va donner la parole au premier intervenant. Je vais arrêter ma présentation. Alors, Ok, nous n'avons pas docteur Keita en ligne. Il m'a chargé de le représenter pour cette étape de mot d'ouverture de l'atelier. Et bonjour à tous les collègues, à tous les participants en ligne pour cet atelier. Au nom du directeur régional des urgences pour la région africaine, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire.
Et vous savez que le choléra demeure l'une des urgences de santé publique majeures dans notre région, avec chaque année au moins 12 pays qui sont touchés par les épidémies du choléra. Depuis la fin des années 2020, nous constatons une augmentation en nombre d'épidémies, mais aussi en ampleur de ces épidémies dans la région, en termes de nombre de cas rapportés, mais également en termes de nombre de décès. Face à ces épidémies, l'OMS déploie des équipes pour apporter la réponse. Mais il y a un volet important qui reste majeur et sur lequel nous devons travailler. C'est non seulement les facteurs favorisants de l'épidémie, parmi lesquels l'accès à l'eau potable et aux latrines, mais également la préparation des pays pour la réponse adaptée à temps aux différentes épidémies. Nous savons également que les changements climatiques jouent de plus en plus des rôles prépondérants dans la survenue des épidémies dans la région. Ce webinaire, c'est pour renforcer les capacités de nos pays pour répondre, pour identifier les zones prioritaires pour les interventions multisectorielles. Je vous invite vraiment à suivre avec attention les présentations qui seront données et à nous aider à mettre en œuvre dans nos pays respectifs les actions nécessaires pour la conduite de l'identification de ces zones et les actions subséquentes. Voilà en résumé les mots introductifs que le docteur Keita Mori m'a demandé de présenter en son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Vincent, pour ces mots d'ouverture. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Docteur Vincent va nous présenter les objectifs de ce webinaire. Vous avez la parole. Merci, j'espère que vous voyez mon écran. Docteur, allez-y. OK. Bien, donc je voudrais vous présenter les objectifs de ce webinaire sur les méthodes d'identification des zones pour les interventions multisectorielles. L'objectif majeur, c'est d'orienter et de fournir des conseils aux États membres sur l'identification des zones prioritaires pour les interventions multisectorielles que, en anglais, nous abrégeons PAMI dans le cadre de la lutte contre le choléra. Et les objectifs spécifiques, c'est d'expliquer ce que c'est que les PAMI, les types de PAMI et l'importance que revêt l'identification des PAMI pour l'élimination du choléra. C'est de décrire le processus d'identification des PAMI, de présenter l'outil de la Global Task Force pour le contrôle du choléra qui sert à identifier les PAMI et d'éclairer nos États membres sur le soutien que l'OMS, à travers ses différents niveaux, peut apporter à l'identification des PAMI en termes de ressources et matériels, de soutien technique, mais également de comment demander l'appui pour la mise en œuvre de ces interventions. Donc, en résumé, voilà les objectifs et les résultats attendus, c'est que nos États membres soient bien orientés sur l'identification des PAMI, c'est que le concept de PAMI, les types et l'importance de l'identification des PAMI soient expliqués, le processus d'identification des PAMI est décrit, l'outil pour l'identification est présenté et les pays sont informés du soutien disponible pour l'identification des PAMI. Voilà, en résumé, je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, docteur Vincent, pour la présentation de ces objectifs. Alors, je crois que on va passer au sujet suivant en fonction de notre agenda. On va donner la parole à docteur Mbarka Nicole, qui est de l'OMS Cameroun. Elle va
nous présenter en 15 minutes qu'est-ce que les PAMI. Donc, c'est une interprétation en anglais de notre sujet du jour. Vous avez la parole. Bonjour à tous, merci de me passer la parole. Je suis docteur Nicole Fouda pour le bureau pays de l'OMS au Cameroun. Donc, ce matin, on va parler de l'identification des PAMI. Et donc, c'est quoi les PAMI? Les PAMI, ce sont des zones prioritaires pour des interventions multisectorielles de lutte et de contrôle pour le choléra. C'est tout simplement un sigle qui est emprunté à l'anglais. Ça signifie Priority Areas for Multisectoral Interventions. Autrefois, ce sont des zones qu'on appelait des hotspots choléra, c'est-à-dire des zones où les conditions sont vraiment favorables à la survenue du choléra, où le choléra peut persister, réapparaître de façon régulière à cause des facteurs de risque qui facilitent la transmission du choléra dans ces zones. Ça peut être des conditions environnementales, c'est-à-dire l'accès limité à l'eau potable, ou alors les insuffisances en termes d'infrastructures d'hygiène, d'assainissement, ça peut être des facteurs culturels ou alors socio-économiques, par exemple les déplacements de la population, les crises humanitaires, entre autres. Et sur votre droite, c'est une carte du Cameroun, c'est une vieille carte. C'est une cartographie des PAMI qui avait été faite en 2022 lorsque le pays se lançait dans le processus. Alors, en rouge, vous voyez les zones les plus à risque. En jaune, ce sont les zones modérément à risque et en vert, c'est les zones moins à risque. C'est juste pour que vous ayez une idée de comment ça apparaît lorsqu'on identifie les PAMI. Alors, la Task Force mondiale de lutte contre le choléra a mis sur pied une feuille de route mondiale pour le contrôle du choléra à l'horizon 2030. Et les pays sont vraiment appelés à mettre en place des stratégies de contrôle et d'élimination qui sont ciblées dans les PAMI. Pourquoi identifier les PAMI? C'est vraiment une étape cruciale pour guider les interventions de lutte contre le choléra. Ça permet de cibler de façon spécifique les zones où les interventions de lutte contre le choléra doivent être mises en place en priorité pour prévenir et contrôler le choléra. C'est vraiment l'une des étapes majeur lorsque les pays s'engagent à développer leur plan national choléra. À droite, vous pouvez voir la phase de démarrage d'un plan national choléra et l'identification des PAMI qui vraiment est une étape décisive dans cette phase. Et pour parvenir au contrôle du choléra, on sait qu'il faudrait mettre en place des interventions dans les PAMI. Ça permettra d'être plus efficace et d'avoir même une certaine pérennité des interventions de lutte contre le choléra dans ces zones. Combien de temps est-ce que ça prend pour identifier les PAMI? En moyenne, ça prend 6 mois. Alors, il faut anticiper et faire une planification minutieuse de l'identification des PAMI. Et pour ce faire, il y a des étapes qui sont recommandées. Et ces étapes, lorsqu'elles sont articulées d'une façon fluide, ça permet vraiment au pays d'anticiper sur toutes les prochaines étapes, notamment l'élaboration du plan d'action pluriannuel pour la prévention du choléra, pour la vaccination préventive contre le choléra. Donc, en première, les étapes pour identifier les PAMI en 6 mois. Le premier mois, il est recommandé de commencer. Le deuxième et le troisième mois, on procède à la collecte des données et au remplissage de l'outil Excel qui est proposé par la Task Force de lutte contre le choléra. Cet outil vous sera présenté dans les sessions suivantes. Le quatrième mois, il est recommandé d'avoir un atelier de validation par les parties prenantes pour convenir des résultats.
Alors, le 5e mois, il est recommandé de documenter l'identification des PAMI dans un rapport. Et le 6e mois, le pays soumet ce rapport à la Task Force mondiale de lutte contre le choléra et ce rapport est revu et des amendements peuvent être proposés au pays. Pourquoi identifier les PAMI à l'aide de l'outil GTFCC? En fait, c'est une condition qui est vraiment préalable et stricte pour tous les pays qui voudraient avancer dans le contrôle et l'élimination du choléra. Comme je le disais tout à l'heure, les pays qui sont à risque de choléra sont invités à avoir un plan national de lutte et donc l'identification des PAMI est l'une des premières étapes. Il existe deux méthodes préconisées par la Task Force de lutte contre le choléra pour identifier les PAMI. Donc, la première méthode, c'est l'identification des PAMI pour la lutte contre le choléra dans les pays qui ont un risque de transmission élevé ou modéré de choléra, c'est-à-dire des pays qui ont plus de 5% des unités géographiques avec une transmission de choléra dans les 5 dernières années. Maintenant, la deuxième méthode, c'est vraiment pour les pays qui ont une transmission faible de choléra et ils sont invités à faire l'identification des PAMI pour l'élimination du choléra. Donc, les pays où la transmission est faible, en général, ont moins de 5% de leurs unités géographiques qui ont été en épidémie de choléra. Ça peut être des districts de santé, ces unités. Donc, est-ce que les pays à faible transmission ou alors transmission inexistante devraient quand même identifier leur PAMI? La réponse est oui. Ce que nous savons, c'est qu'il y a plein de pays qui n'avaient jusque-là pas été en épidémie de choléra, mais tant que les facteurs de vulnérabilité aux épidémies de choléra existent dans un pays, le pays est toujours à risque de réémergence du choléra et donc tous les pays devraient procéder à l'identification des PAMI. Cela permettra d'éliminer de façon plus efficace, plus pérenne le choléra et d'arriver à une transmission nulle. Donc, les pays sont vraiment invités à continuer les interventions de lutte contre le choléra qui sont classiques et qui tournent autour de 5 piliers, comme vous pouvez le voir à droite. Et ces interventions peuvent être renseignées dans un document qui est tout simplement un plan national de lutte contre le choléra. Alors, pour cette présentation, voilà quelques ressources que vous pouvez utiliser qui sont disponibles sur le site de la Task Force mondiale de lutte contre le choléra. Et sur ce, je vous remercie. Euh, Merci beaucoup, docteur Nicole, pour ta brillante présentation. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante. On va nous parler de méthode GT-FCC pour l'identification de PAMI par docteur Dominguez Morgan. Docteur Dominguez Morgan, veuillez vous présenter et donner votre présentation. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, docteur, vous pouvez aller de l'avant. Parfait, merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis Morgane Dominguez et je suis épidémiologiste au sein de l'équipe choléra de Genève. Et pour la GTFCC, le groupe mondial de lutte contre le choléra, je suis le point focal pour le groupe de travail épidémiologie, qui est le groupe de travail qui a développé de façon multipartenariale les méthodes dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, docteur Nicole l'a rappelé très clairement dans sa présentation, du coup, je vais me permettre de passer rapidement, mais ces zones qu'on appelle les PAMI sont des zones d'intervention multisectorielle prioritaire pour le choléra, c'est-à-dire en réalité les zones géographiques d'un pays qui vont être ciblées prioritairement pour des interventions multisectorielles contre le choléra sur une échéance à moyen terme de quelques années. Et on a deux méthodes d'identification des PAMI. L'une est l'identification des PAMI pour contrôler le choléra et l'autre pour l'élimination du choléra.
Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on va se concentrer uniquement sur l'identification des PAMI pour le contrôle. Et dans ma présentation, je vais introduire quelle méthode doit être utilisée par quel pays, c'est-à-dire à quel pays s'adresse l'identification des PAMI pour le contrôle, et introduire les grands points méthodologiques de l'identification des PAMI pour le contrôle. Et à travers un prochain webinaire qui, je crois, pour les pays francophones se tiendra dans 2 semaines, on verra alors l'identification des PAMI pour l'élimination du choléra. Un aspect sur lequel je voudrais peut-être insister, c'est l'importance de l'identification des PAMI en tant que première étape du développement d'un plan national contre le choléra, un PNC. Et je pense que c'est important pour 2 raisons. Tout d'abord, identifier les PAMI, au fond, ce n'est pas une fin en soi, ça n'a à mon sens, de valeur et d'utilité qu'en tant qu'étape de ce processus plus large. Ces PAMI sont les zones dans lesquelles des interventions multisectorielles sont nécessaires, mais une fois que ces PAMI sont identifiés, il s'agit de définir quelles interventions sont à mettre en œuvre, et ça c'est défini à travers le PNC, et il s'agit ensuite de mettre en œuvre le PNC dans ces zones. C'est vraiment juste une étape, l'identification des PAMI. Et la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est utile de garder en tête que les PAMI ne sont qu'une étape de ce processus plus large, c'est que ça permet au fond de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il existe 2 méthodes PAMI. En général, un PNC fixe les objectifs du pays contre le choléra à horizon en moyenne de 5 ans. Pour des pays qui sont encore assez fortement atteints par le choléra, il peut être nécessaire d'avoir un objectif de contrôle qui serait un objectif intermédiaire. Tous les pays, in fine, en termes d'objectif final, sont fortement invités à viser l'élimination du choléra. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif final d'élimination, il peut être nécessaire pour les pays qui sont encore fortement atteints par le choléra d'avoir le contrôle en objectif intermédiaire. Et si toutefois le contrôle est fixé en objectif intermédiaire, alors lorsque des avancées majeures auront été faites pour contrôler le choléra, petit à petit, l'élimination deviendra un objectif réaliste et atteignable à l'horizon de l'échéance d'un plan national de contrôle. Alors, ayant ces éléments en tête, quels sont les pays devant identifier des PAMI pour le contrôle et quels sont les pays devant identifier des PAMI pour l'élimination? L'identification des PAMI pour le contrôle s'adresse aux pays ayant une transmission forte à modérée pour le choléra. Et pour vous donner un point de repère plus pragmatique et concret, ça correspond à des pays dans lesquels, au cours des dernières années, on recommande de considérer les 5 dernières années, plus de 5% des zones ont rapporté des cas de choléra. Dans ces pays, il est raisonnable de fixer le contrôle comme un objectif intermédiaire et les pays seront alors les zones qui ont été les plus fortement atteintes par le choléra au cours des dernières années. En revanche, pour les pays qui ont une transmission faible à modérée, et là encore, pour avoir un point de repère, même s'il a une valeur uniquement indicative, mais pour donner un point de repère en termes de quand l'élimination peut devenir un objectif réaliste à échéance 5 ans pour un PNC, on considère que ce sont des pays où moins de 5% des unités géographiques ont rapporté des cas de choléra. Et pour ces pays, une méthode PAMI différente s'applique parce que vu que très peu de zones sont atteintes, si on regardait uniquement le burden, on n'aurait pas ou peu de PAMI. Pour ces pays, les PAMI sont identifiés sur la base de l'évaluation de la vulnérabilité à la réémergence du choléra. Oh, je reviens en arrière. Ça, c'était pour introduire les 2 méthodes, mais dans la suite de cette présentation et plus généralement dans le contexte du webinaire aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les PAMI pour le contrôle et je vais présenter les grands axes de la méthode.
grosso modo, il y a deux grandes phases successives pour identifier les PAMI pour le contrôle. La première phase, c'est une phase de préparation à l'aide à la décision en se basant sur les données. Sur la base des données sur la situation pour le choléra, chacune des unités géographiques d'un pays va recevoir un score sous la forme d'un indice numérique. Cet indice, il reflète le niveau d'atteinte d'une zone par le choléra au cours des dernières années. Et plus l'indice est élevé, plus la zone est fortement atteinte par le choléra. Le rôle de cet indicateur et la raison d'être du calcul de cet indicateur, c'est de faciliter l'aide à la décision sur une base aussi objective et factuelle que possible. Ça, c'est la première phase, de préparer, de calculer cet indicateur en préparation à l'aide à la décision. Vient ensuite la deuxième phase, qui a à proprement parlé une phase décisionnelle entre les parties prenantes d'un pays, en s'appuyant pour asseoir la décision sur des bases factuelles sur cet indice, pour décider de la liste des PAMI dans le pays. Et la façon dont cet indice est utilisé, eh bien, les parties prenantes vont définir un seuil, une valeur seuil, et toutes les unités géographiques ayant un indice de priorité ayant une valeur supérieure à ce seuil seront des PAMI. Alors, comment est calculé cet indice de priorité et quels paramètres sont pris en compte pour son calcul? Alors, je l'ai mentionné, cet indicateur, cet indice, il doit être calculé pour toutes les unités géographiques d'un pays. Et en ce qui concerne la granularité, le niveau de ces zones, il y a une variabilité selon les pays. Le niveau géographique des zones considérées par un pays pour identifier ces PAMI dépend de la façon dont sera conçu et mis en œuvre le plan national de contrôle pour le choléra et doit correspondre à l'unité opérationnelle la plus pertinente et pragmatique pour un pays donné pour la mise en œuvre ultérieure des interventions de façon efficace et coordonnée. Et ce même niveau géographique sera utilisé pour les PAMI. Il y a donc une variabilité selon les pays. Néanmoins, on voit que le plus souvent, c'est le niveau administratif 2 qui correspond au district, ou bien le niveau administratif immédiatement inférieur, le niveau administratif 3. Ça, c'est pour les aspects spatiaux. Pour les aspects temporels, on va regarder la situation de choléra au cours des dernières années en utilisant des données rétrospectives. Au minimum, on recommande vraiment au minimum d'utiliser les données pour les 5 dernières années. La raison pour considérer au moins 5 ans, c'est lié à l'épidémiologie du choléra. On voit que les outbreaks sont cycliques, qu'il peut y avoir des périodes d'accalmie, avoir une reprise. Il est donc nécessaire d'avoir une période rétrospective suffisante, au minimum 5 ans. Et bien entendu, les pays peuvent considérer une période plus longue et remonter plus loin dans le temps, jusqu'à 15 ans, sous réserve néanmoins que les données de surveillance historiques, plus anciennes, soient suffisamment fiables pour ne pas biaiser l'analyse et au final nuire à l'analyse plus qu'elle n'apporterait de valeur à l'analyse. Les différents paramètres qui sont pris en compte pour calculer cet indice, c'est tout d'abord le taux d'incidence du choléra dans les différentes zones, également le taux de mortalité du choléra, la persistance du choléra. Et par persistance, on veut dire la proportion de semaines, le pourcentage de semaines au cours de la période d'analyse où des cas de choléra ont été rapportés. Et enfin, possiblement la positivité des tests pour le choléra, mais ça dépend, c'est à analyser pour chaque pays en fonction de la représentativité des tests pour le choléra. La représentativité est spatiale et temporelle. Alors, dans la méthode, je ne rentrerai pas dans ces détails aujourd'hui, mais dans la méthode PAMI, on explique comment évaluer cette représentativité. Et si la représentativité des tests est mauvaise, alors il est préférable de ne pas inclure l'indicateur sur la positivité des tests dans le calcul de l'indice, parce que très clairement, on introduirait beaucoup de biais dans cet indice qui a valeur d'aide à la décision. Il est préférable alors de ne pas l'inclure. À l'inverse,
Si la représentativité spatiale et temporelle des tests est bonne, alors il y a tout intérêt à inclure la positivité des tests pour le choléra dans le calcul de l'indice, parce que ça permet de compenser le manque de spécificité de la présentation clinique du choléra et d'être sûr que nos PAMI sont des zones prioritaires pour le choléra et pas seulement pour la diarrhée aqueuse aiguë. Donc, de façon, j'allais dire systématique, à minima, incidence, mortalité, persistance, et si possible, si la représentativité le permet, la positivité des tests pour le choléra. Ensuite, un score va être attribué pour chacun de ces indicateurs et pour chacune des unités géographiques. L'échelle de score pour chacun des indicateurs va de 0 à 3. Et un point important, c'est qu'il n'y a pas une échelle prédéfinie de scoring. C'est-à-dire, on ne dit pas que si l'incidence est supérieure à telle valeur dans tous les pays, alors telle note doit être attribuée. L'approche est tout à fait différente. L'échelle de score dépend de la distribution des valeurs de chaque indicateur dans le pays considéré. Pour être plus clair, ce principe de détermination de l'échelle des seuils de score est illustré sur la slide avec l'indicateur de mortalité. Si, dans une unité géographique donnée, au cours de la période d'analyse des PAMI, il n'y a pas eu de décès attribuable au choléra qui a été rapporté, alors le score pour la mortalité est de 0. Si, dans une zone, il y a eu des décès, mais que le taux de mortalité est inférieur à la médiane du taux de mortalité dans le pays, alors le score est de 1. Si le taux de mortalité dans la zone considérée est supérieur à la médiane, mais inférieur au 80e percentile de distribution de la mortalité dans le pays, le score est de 2. Et enfin, si le taux de mortalité dans la zone considérée est supérieur au 80e percentile, alors le score est de 3. C'est le score maximal. J'espère que cet exemple vous permet de mieux saisir ce qu'on veut dire par une échelle de score dépendante de la distribution des indicateurs dans le pays. Et ce principe est illustré par la mortalité, mais il s'applique en réalité à l'ensemble des indicateurs pris en compte dans le calcul de l'index. Après ma présentation, on aura une présentation sur l'outil Excel de la JTFCC pour l'identification des PAMI. Pour vous rassurer, ces calculs des échelles de score sont automatisés dans l'outil Excel. Une fois que chaque indicateur s'est vu attribuer un score pour chacune des unités géographiques, alors le calcul en lui-même de l'indice de priorité est vraiment très simple. Il s'agit simplement d'une somme des différents scores. C'est-à-dire que pour chaque zone, on va additionner le score de l'incidence, le score de la mortalité, le score de persistance. Si dans le pays, il a été possible d'inclure l'indicateur relatif à la positivité des tests, alors le score de cet indicateur. Et cette simple somme nous donne l'indice de priorité pour chacune des zones. L'obtention de cette valeur d'indice de priorité pour chaque zone termine et conclut la phase 1 qui était la phase préparatoire d'aide à la décision. Et on passe alors à la phase 2 qui est la phase décisionnelle à proprement parler. Cette deuxième phase, elle vise à décider de la liste des PAMI du pays. Et cette décision, elle doit être prise par consensus entre les parties prenantes du pays, des parties prenantes qui représentent différents secteurs, bien entendu la santé, mais aussi l'eau, les finances, etc. Et puis des parties prenantes représentant aussi différents échelons, différents niveaux, à la fois le niveau central et puis le niveau local. Et pour faciliter le processus décisionnel entre ces parties prenantes, il est préférable de les réunir sous la forme d'un atelier participatif, de préférence en présentiel. Et les parties prenantes ainsi réunies vont devoir, d'une part, décider d'un seuil pour l'indice de priorité. Elles vont aussi décider s'il y a lieu ou non d'ajouter des PAMI supplémentaires et, in fine, à la fin de cet atelier, les parties prenantes devront s'être mises d'accord, avoir statué et conclu sur la liste des PAMI dans le pays. La sélection de ce seuil de l'indice de priorité est absolument critique parce que
toutes les unités géographiques ayant une valeur d'indice supérieure au seuil seront des PAMI dans le pays. C'est une décision à gros enjeux et à gros impacts. Et c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire de la prendre en discussion, par consensus, en incluant différents points de vue de différentes parties prenantes. Pour fixer ce seuil, le principe est de rechercher un équilibre entre, d'une part, la faisabilité du futur PNC et d'autre part, l'impact potentiel du futur PNC. Et cette recherche d'équilibre vient du fait que ces deux paramètres vont dans des directions souvent divergentes. C'est-à-dire que plus on fixe un seuil bas, plus on aura de PAMI. Et plus potentiellement, le PNC aurait un impact fort sur le contrôle du choléra. Mais plus difficile, vraisemblablement, il pourrait être de le mettre en œuvre si on a vraiment beaucoup de PAMI. À l'inverse, plus on fixe le seuil d'indice haut et moins on a de zones qui sont PAMI. Et là, sans doute qu'un PNC serait faisable, mais peut-être qu'il aurait un impact plus limité sur le contrôle du choléra. Il faut donc discuter et rechercher cet équilibre pour approcher cette dimension de faisabilité. On va discuter du nombre d'unités qui seraient des PAMI selon le seuil retenu et du pourcentage de la population du pays qui vivrait dans les PAMI selon le seuil retenu. Ça, c'est pour la faisabilité. Pour l'impact, on va fonder la discussion sur la proportion des cas rapportés au cours de la période d'analyse des PAMI qui vivraient dans des PAMI selon le seuil qui sera retenu, et de même pour les décès, quelle proportion des décès vivraient dans des PAMI. Pour rendre cette recherche d'équilibre plus concrète, ou du moins pour l'illustrer par un exemple, vous voyez sur le tableau, sur la slide, c'est un exemple fictif. Mais, par exemple, pour la ligne en orange, si on fixait ici un seuil pour l'indice de priorité de 10, on aurait 20 unités géographiques dans ce pays fictif qui seraient des PAMI, ce qui correspondrait à 25% de la population qui vivrait dans des PAMI, ce qui, en termes de futur NCP, sous réserve que les ressources soient disponibles, pourrait être considéré comme raisonnablement faisable. Et en termes d'impact potentiel d'un futur PNC, on voit que plus de 80% des cas de choléra vivent dans ces 25% des zones et près de la moitié des décès, ce qui, en termes d'impact, serait tout à fait non négligeable. Ça, c'est si on fixe un seuil à 10. Ensuite, il faut explorer différents seuils, jouer avec les seuils, discuter des seuils. Si on fixait le seuil au-dessus, le seuil immédiatement supérieur, si on décidait que notre seuil pour les PAMI, c'est 11. Alors là, on voit, bon, on gagne quand même en faisabilité puisqu'on aurait très peu de PAMI. On n'a plus que 7 PAMI et 8% de la population qui vit dans les PAMI. Mais en termes d'impact, on aurait un impact divisé de moitié. On n'a plus que 40% des cas et 40% des décès. On perdrait, ce pays fictif perdrait beaucoup en impact en choisissant le seuil immédiatement supérieur. Si le pays choisissait le seuil immédiatement inférieur, c'est-à-dire fixait le seuil à 9, alors on rajoute beaucoup de PAMI. On a maintenant 35 PAMI et 37% de la population de ce pays qui vivrait dans des PAMI. Mais en revanche, cette perte en faisabilité va avec un gain en impact qui est vraiment très marginal. On passe de 80% des cas, grosso modo, à 90, et pour les décès, de 47 à 51. Du coup, on aurait une perte de faisabilité que j'aurais tendance à qualifier de majeure pour un gain en impact qui est tout à fait mineur. Possiblement pour ce pays, on peut donc considérer que le seuil de 10 serait un seuil équilibré. J'illustre ça, et bon, voilà, comme ça, mais en réalité, c'est des discussions à avoir entre les parties prenantes pour vraiment déterminer quel est le seuil le plus juste, le plus raisonnable, le plus pertinent dans le pays. Évidemment, j'espère que c'est clair, toutes les unités ayant un indice supérieur à ce seuil sont des PAMI. Et il est tout à fait possible, vraiment tout à fait possible, pour un pays d'arrêter l'identification des PAMI à la détermination d'un seuil et de considérer que la liste finale des PAMI pour les pays sont ces zones ayant un indice de priorité supérieur au seuil. Toutefois, de façon
tout à fait optionnelle et facultative, un pays peut identifier des PAMI supplémentaires, c'est-à-dire ajouter quelques PAMI à cette liste. Et identifier des PAMI supplémentaires, ça a du sens s'il y a un risque qui est objectivé, justifié, documenté, s'il y a un risque que l'indice de priorité sous-estime pour certaines zones leur atteinte par le choléra. Ça peut se produire s'il y a des grosses lacunes dans la façon dont la surveillance est mise en œuvre dans certaines zones et de la sous-déclaration. Ça peut aussi se produire s'il y a eu dans les dernières années, et en particulier au cours de la période d'analyse des PAMI, des campagnes au CIVI qui n'ont pas été accompagnées de progrès durables sur le WASH. Auquel cas, il va y avoir une accalmie temporaire sur le plan de la situation du choléra. L'incidence, la mortalité, la persistance seront diminuées. Mais s'il n'y a pas eu des progrès WASH durables, cette accalmie est tout à fait temporaire et on peut anticiper que le choléra va réaugmenter dans ces zones. Ce sont des éléments qui conduisent à penser que possiblement le niveau de priorité des zones par le choléra, traduit à travers l'indice de priorité, peut être une sous-estimation. Et si dans ces zones où l'indice est sous-estimé, il y a en parallèle des vulnérabilités particulières pour l'émergence et la diffusion d'outbreak choléra, alors il est pertinent d'ajouter ces zones comme des PAMI supplémentaires et de mettre en œuvre, in fine, dans ces zones, des interventions contre le choléra. Un point à avoir en tête, parce qu'on voit que c'est j'allais dire une dérive, le mot est peut-être fort, mais bon, un travers qu'on voit assez fréquemment dans les pays. Le nombre de PAMI supplémentaires d'un pays doit rester très limité comparé aux zones qui ne sont pas mises sur la base de leur indice de priorité. Je l'ai expliqué dans la slide précédente, pour déterminer le seuil d'indice de priorité, il y a des réflexions très poussées pour considérer et la faisabilité et l'impact, et on s'assure de placer le seuil au niveau le plus juste pour la faisabilité. Et c'est très bien. Mais si à l'étape d'après, on rajoute tout un tas de PAMI sur la base d'autres critères, on dévoie complètement le process et il perd de son sens. Du coup, il est possible d'ajouter des PAMI supplémentaires, mais en restant raisonnable sur le nombre de PAMI qu'on ajoute et en s'assurant qu'il y a des justifications solides et qu'il est possible de les étayer et de les documenter sur ces deux aspects. D'une part, oui, on a des éléments qui nous laissent penser que l'indice de priorité n'est pas fiable et sous-estimé pour ces zones, d'une part, et d'autre part, en plus de ça, ces zones sont hautement vulnérables pour le choléra. Pour identifier qu'est-ce qui fait qu'une zone donnée est hautement vulnérable pour le choléra, dans la liste, dans les documents méthodologiques de la JTFCC, il y a une liste des facteurs qu'on vous encourage à considérer pour évaluer la vulnérabilité, qui est toutefois une liste indicative. C'est-à-dire que selon le contexte de transmission du choléra propre à chaque pays, il est possible d'ajouter ou de retirer des facteurs de cette liste, mais au moins de façon indicative, vous avez une première base, une liste de facteurs qu'il est possible de considérer pour évaluer la vulnérabilité et statuer sur la pertinence ou non d'ajouter une zone en tant que PAMI supplémentaire. Pour résumer les grands temps et finalement le processus décisionnel autour de l'identification des PAMI pour le contrôle, donc, chaque unité géographique reçoit une valeur d'indice de priorité reflétant son niveau d'atteinte pour le choléra. Les parties prenantes du pays, par consensus, définissent un seuil d'indice de priorité. Si une zone a un indice de priorité supérieur au seuil, c'est une PAMI. Si une zone a une valeur d'indice inférieure au seuil, alors, de façon facultative, il peut y avoir une discussion pour déterminer s'il y a un risque de sous-estimation de l'atteinte du choléra par l'indice et le cas échéant si cette zone est hautement vulnérable pour le choléra et par consensus décider possiblement d'ajouter cette zone à la liste des PAMI. Et puis, toutes les zones qui ont un indice inférieur au seuil ou qui n'ont pas de biais de surveillance majeur, pas supérieur à d'autres zones,
ou si elles ont un biais de surveillance qui n'ont pas une vulnérabilité particulièrement haute pour le choléra, alors ces zones ne sont pas des PAMI. À l'issue de cet atelier multipartenarial sur les PAMI, le pays a donc statué et défini sa liste des PAMI. Et maintenant, je vais traiter des étapes immédiatement suivantes. Alors, la toute première chose à faire, tant que tout ça est bien frais dans l'esprit de chacun, la toute première chose à faire après l'atelier des PAMI, c'est de documenter l'identification des PAMI à travers un rapport. Et il s'agit de documenter les méthodes, les décisions qui ont été prises, les justifications pour les décisions prises. Et pour vous assurer d'avoir un rapport aussi complet que possible, on vous invite à suivre un modèle de rapport d'identification des PAMI qui est fourni par la GTFCC. Ça vous permet de vous assurer que vous documentez chacun des points nécessitant de l'être. Alors, Dr Nicole l'a abordé dans sa présentation, mais ça, c'est une étape nouvelle et c'est une étape importante. Une fois que votre rapport PAMI est terminé, on vous encourage à demander à la GTFCC une revue des PAMI. C'est une revue technique, indépendante, et qui se focalise sur une analyse de la méthode pour confirmer que les PAMI ont effectivement été identifiés en conformité avec la méthode GTFCC d'identification des PAMI. Et pourquoi demander cette revue? Parce qu'il est désormais indispensable, de façon obligatoire et stricte, pour soumettre une requête au CIVI pour une utilisation du vaccin préventif, d'adjoindre à la requête un rapport de revue des PAMI par le GTFCC. Le prochain cycle de soumission des requêtes préventives au CIVI est en septembre, et dès septembre, si le pays ne fournit pas le rapport de revue des PAMI par les GTFCC, sa requête ne pourra pas être évaluée et traitée. C'est vraiment une étape qui est devenue obligatoire dans le processus. Ce rapport serait aussi utile pour un pays qui souhaite soumettre son plan national choléra à l'approbation de la GTFCC. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est de soumettre une demande de revue des PAMI sitôt que le rapport est prêt et avant d'utiliser la liste des PAMI pour commencer à planifier des interventions. La raison pour laquelle je vous encourage à procéder ainsi, c'est que c'est beaucoup plus efficient pour le pays d'éventuellement recevoir du feedback sur ces PAMI avant d'avoir commencé à concevoir des plans dans les PAMI. Pour demander une revue des PAMI, c'est assez simple. Contactez-nous ou GTFC Secrétariat ou contactez-moi directement. Et en termes de votre côté de planification, comptez grosso modo 1 mois pour recevoir le rapport de revue des PAMI par la GTFCC. Pour terminer cette présentation, je voudrais attirer votre attention sur différentes ressources qui sont à disposition des PAMI des pays pour mettre en œuvre l'identification des PAMI. Alors, au lien qui est indiqué en haut de la slide, et les slides seront circulés après le webinaire et après ma présentation, je mettrai aussi le lien dans le chat pour que vous ayez facilement accès, mais à ce lien, vous pouvez accéder à des ressources introductives, j'allais dire, sur les PAMI. Alors, on a une foire aux questions qui réunit les questions les plus fréquentes posées par les pays et qui y trouvent réponse. Si vous avez des questions sur les PAMI, il est très probable qu'elles soient traitées dans la FAQ. Et puis, on a aussi des aides-mémoires qui sont des documents très courts. L'un rappelle quand utiliser l'identification des PAMI pour le contrôle et quand utiliser les PAMI pour l'élimination. Rappelle aussi les grands principes méthodologiques pour l'identification des PAMI pour le contrôle. Et un dernier document fournit des indications plus pratiques sur cette nouvelle étape de revue des PAMI par la GTFCC et vous indiquera de façon pratique comment demander une revue et quel matériel soumettre à des fins de la revue. Vous avez aussi accès à des ressources techniques détaillées sur l'identification des PAMI pour le contrôle. Alors, on a un guide méthodologique complet. Également, et ce qui fera l'objet de la présentation suivante, un outil Excel qui automatise les calculs, un modèle de saisie des données
en vue de leur importation dans l'outil Excel, et puis des jeux de données tests qui sont là pour vous familiariser avec la manipulation de l'outil. On a également un guide de l'utilisateur de l'outil et puis enfin le modèle de rapport PAMI que je mentionnais. Toutes ces ressources sont disponibles en plusieurs langues, y compris bien entendu le français. On a donc un ensemble de ressources techniques assez complet disponibles en ligne pour les pays. Néanmoins, le réseau de partenaires de la GTFCC est aussi là pour vous accompagner en tant que de besoin, notamment le secrétariat du GTFCC, mais aussi la plateforme de soutien aux pays du GTFCC, l'OMS à travers ses bureaux régionaux, à travers le siège également, l'UNICEF, là encore, par ses bureaux régionaux, par le siège, et puis Africa CDC. Et vraiment, n'hésitez pas. Contactez-nous, sollicitez-nous et à minima, informez-nous quand un pays s'engage dans l'identification de ses PAMI. J'en arrive à la fin de ma présentation. C'est la dernière slide. Les messages sur lesquels je souhaiterais peut-être insister en conclusion, c'est que cette méthode GTFCC pour l'identification des PAMI pour le contrôle a désormais valeur de standard. C'est la méthode qui doit être utilisée pour pouvoir ensuite progresser de façon plus fluide dans les étapes suivantes, notamment accéder au vaccin pour une utilisation préventive et avoir son plan national choléra approuvé par la GTFCC. C'est vraiment le cadre méthodologique standard. Néanmoins, ce cadre méthodologique offre aussi beaucoup de souplesse aux pays pour customiser et ajuster la méthode en fonction de ce qui est le plus pertinent pour eux. Libre au pays de déterminer quelle période d'analyse est la plus pertinente pour lui en fonction de la qualité et de la fiabilité de ses données de surveillance. Libre à lui également de déterminer quelle échelle géographique est la plus pertinente et sera la plus opérationnelle in fine pour le PNC. Le pays détermine aussi quels indicateurs il peut inclure dans le calcul de l'indice de priorité en fonction de leur fiabilité, notamment pour les tests. Docteur Morgan, il te faudra conclure maintenant. Ouais, je suis en train de conclure. Bon, grosso modo, là, ce que je suis en train de dire, c'est que certes, il y a un cadre méthodologique, mais il y a aussi beaucoup de souplesse pour les pays pour adapter la méthode à leur contexte de façon à avoir une identification des PAMI la plus pertinente possible. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Morgan Dominguez, pour cette présentation longue, claire, mais qui a été pleine d'informations. Merci. Alors, on va continuer avec les thèmes suivants, mais avant cela, je vais rappeler aux participants que sur votre écran, vous avez tout à droite un onglet qui est intitulé Qui est? C'est questions et réponses pour les francophones et qui est? C'est en anglais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions et préciser à qui s'adresse la question. Mais aussi, nous avons les chats pour la présentation, pour ceux qui veulent se présenter. Je vois beaucoup se sont déjà présentés. Écrivez votre nom. On a besoin de savoir à partir de quel pays vous participez à ce webinaire. Merci beaucoup. Cela étant, on va passer à la présentation suivante. Et on va donner la parole à Dr Defoe Eric. Dr Defoe Eric, lui, il va nous parler, n'est-ce pas, de l'outil dit TFCC pour l'identification de PAMI, pour développer une PNC. Voilà, Dr Defoe, vous avez la parole. Merci, docteur Freddy, pour la parole donnée. Je crois que mon écran devrait être visible. Oui, oui. OK, merci. Bonjour à tous, je suis Eric Defoe, gestionnaire de l'information stratégique OMS Cameroun. Donc ici, je vais essayer de vous présenter de manière pratique les différents points qui ont été abordés jusque-là, notamment un peu plus de points qui ont été abordés par Dr Morgan.
Donc, nous allons ici entrer un peu dans l'outil Excel de la DTFCC. Il faut dire que l'outil Excel, la DTFCC recommande 3 étapes dans le processus d'identification des PAMI. Donc, nous avons la préparation des différentes données, qui est une étape cruciale dans ce processus, car il détermine toutes les prochaines étapes qui vont être réalisées. Ensuite, nous avons le téléchargement des données et la revue des résultats de l'outil, car comme l'a signalé Dr Morgan, il s'agit d'un outil qui permet des analyses automatisées en s'appuyant sur sur des index de priorité. Donc, nous allons revenir également sur ces points-là. Et enfin, nous avons la préparation de la validation, parce qu'une fois que le logiciel vous présente les différents PAMI, il y a une phase de validation qui se fait notamment en multisectoriel et qui fait impliquer également les partenaires. Donc, les points clés dans ces différentes étapes, il faut indiquer ici que c'est un processus de priorisation. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'identifier où est-ce qu'on doit commencer les interventions. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver justement avec un pays dans lequel toutes les unités administratives sont affectées par le choléra, mais il est question de savoir où est-ce qu'on commence l'intervention et comment est-ce qu'on évolue dans ces interventions, en prenant en compte ici justement le plan national contre le choléra. Ensuite, on a la collecte des données. Donc, la collecte des données qui va nécessiter d'identifier les données disponibles, de discuter des biais, de déterminer si ces données permettront justement de faire ressortir nos différents indicateurs. Et enfin, il faudra documenter les décisions qui sont prises. Nous avons également la participation. Donc, comme on l'a dit, ça nécessite justement une intervention de plusieurs intervenants clés. Nous avons notamment les sectoriels, nous avons les partenaires. Toutes ces personnes-là permettent de définir justement les différents paramètres qui vont être utilisés tout au long du processus, les facteurs de vulnérabilité et les seuils d'index. Il faut noter également que cet outil a des contraintes. La contrainte est tout simplement présente pour permettre une comparabilité. Donc, c'est un outil qui se veut standard et donc, il permet la comparabilité d'un pays à un autre. C'est pour ça qu'on a, par exemple, les éléments qui sont utilisés pour notamment le calcul de médiane en ce qui concerne l'incidence, la persistance, la mortalité, qui sont les mêmes d'un pays à un autre. C'est pour permettre justement à l'issue une comparabilité. Mais il faut dire également que cet outil est tout autant flexible notamment en ce qui concerne la détermination des périodes, en ce qui concerne l'implication des facteurs de vulnérabilité et autres. Comme l'a dit Dr Morgan, nous avons sur le site de la DTFCC un ensemble d'outils, notamment le guide d'utilisateur, l'outil Excel que nous allons essayer de parcourir, le modèle dans le format ici des données, et également 3 jeux de données qui nous permettent de nous entraîner avant de réaliser les étapes pratiques en temps réel. Et ces outils sont disponibles en français, en anglais, en arabe et en portugais. Pour les différentes étapes pour l'identification des PAMI, comme on a dit, il faut préparer les différentes données. Donc, définir les paramètres d'analyse. Ici, on parle des paramètres de temps et de lieu, dans la période qui va être identifiée, mais aussi l'unité administrative qui va être choisie. Il est également question de préparer les données de telle sorte qu'ils permettent de faire ressortir les 4 indicateurs épidémiologiques qui nous intéressent ici. On en a longuement parlé, la persistance, la mortalité, l'incidence et le taux de positivité. Également, il y a cette étape qui est optionnelle, certes optionnelle, mais qui également reste importante dans la mesure où elle permet de contextualiser justement les PAMI ou alors de compléter la liste des PAMI initiaux qui sont identifiés, notamment à travers les facteurs de vulnérabilité qui sont identifiés par le pays et les partenaires. Également, préparer le modèle de saisie. Donc, comme nous le verrons dans les prochaines diapositives, l'outil de la DTFCC
nécessite de respecter un canevas lorsqu'on introduit les données dans l'outil Excel. Tout simplement parce que les données telles qu'elles sont insérées permettent un calcul automatique des scores et au final de l'index de priorité. Une fois que l'ordre qui est recommandé est modifié, on a des risques d'avoir des non-estimations ou alors d'avoir des estimations qui sont biaisées. Lorsqu'on parle de temps et de lieu, comme je l'ai dit, nous avons le temps qui est la période en fait qui va être définie. Et la période, elle varie de 5 à 15 ans. Ce n'est pas une période qui est définie aléatoirement, c'est une période qui est choisie sur base des critères bien précis. Ça peut être des critères de population. Est-ce qu'il y a eu des mouvements, par exemple, en ce qui concerne la population? Est-ce qu'il y a eu des interventions? Est-ce qu'il y a eu des cycles d'épidémie de choléra? Et également, on tient compte de la qualité de données. Dans la prochaine diapositive, on verra exactement à quoi cela renvoie. Le lieu, unité administrative. Donc ici, il est question de déterminer le niveau administratif dans lequel nous allons réaliser notre priorisation. Donc, en tenant compte de la taille de la population, des données épidémiologiques et également des interventions proposées via le plan national. Là, vous avez le cas d'un pays qui, justement, s'était fixé comme période, une période de 6 ans, en prenant justement un certain nombre de critères. Le premier critère, c'était la qualité des données. Pour la période avant ces 6 ans-là, il y avait un questionnement en ce qui concerne la qualité des données qui avaient été collectées. Ensuite, pour la période qui a été identifiée, elle prend en compte un certain cycle, en fait, un ensemble de cycles épidémiques du choléra, mais également prend en compte cet aspect COVID qui forcément aurait eu un impact euh, sur les cas de choléra qui auraient pu être observés par les années qui suivaient. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de déterminer la période, il faut prendre en compte des critères clairs qui peuvent être justifiés et qui seront par la suite documentés. Donc, les données qui sont collectées, nous avons les données qui concernent la population, donc estimation annuelle de la population. Les données épidémiologiques, là, on parle du nombre de cas de choléra, pour faire allusion ici, et ça va nous permettre en fait de faire ressortir l'incidence, le nombre de semaines avec au moins un cas enregistré pour la persistance, le nombre de décès attribués au choléra pour la mortalité. Et à côté de cela, on ajoute les tests, donc l'aspect laboratoire. L'aspect laboratoire, notamment avec le nombre de cas de choléra ayant été testés. Donc ici, lorsqu'on parle de tests, on parle de tous les types de tests. Donc il ne s'agit pas de distinguer un test par rapport à un autre. Le nombre de semaines avec au moins un cas suspect testé et le nombre de cas de choléra testés, le nombre de semaines de choléra testés également positif pendant la période. Il faut dire que tous ces éléments, toutes ces données sont identifiées pour chaque année qui ont été choisies pour la période d'analyse. C'est-à-dire que si on décide qu'on va sur une période de 6 ans, il faudrait être capable de ressortir ces données pour la période des 6 années. En ce qui concerne les facteurs de vulnérabilité, donc, il faut noter que dans l'outil, il y a une proposition de 12 facteurs de vulnérabilité qui nous permettent justement de faire ressortir ces points-là. Il faut également noter que ces facteurs de vulnérabilité sont ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que le pays peut décider d'utiliser les 12 facteurs de vulnérabilité tels que proposés, mais peut également décider d'utiliser une partie de ces facteurs de vulnérabilité ou alors proposer des facteurs de vulnérabilité qui sont propres à leur contexte. Et pour pouvoir valider ces différents facteurs, il faut justement l'implication de plusieurs intervenants et sectoriels, l'implication des partenaires. Et ainsi, lorsqu'on a fait ce choix ensemble, ça permet justement lors des étapes de validation d'avoir une validation qui est plus sereine et plus simple.
Vous avez ici, par exemple, quelques facteurs de vulnérabilité qui ont été identifiés, notamment ici les zones à forte densité de population ou surpeuplées, les zones avec des populations à haut risque, dont les pêcheurs, les mineurs, les nomades, les zones transfrontalières situées à proximité de zones touchées par le choléra et les zones avec plus de 30% de la population ayant accès à l'eau. Donc ça, ce sont des exemples de facteurs de vulnérabilité qui sont présents dans l'outil. Et ces facteurs de vulnérabilité sont codés en oui et non ou en vide. Donc, ces facteurs tels que codifiés permettent également de déterminer des scores qui permettent de faire également une classification. Donc, là, vous avez un aperçu de, euh, de l'entête d'une des feuilles qu'on retrouve dans l'outil de la DTFCC, l'outil de priorisation, et vous constaterez que l'entête est constituée et regroupée en plusieurs parties. Donc, nous avons une première partie qui concerne l'identifiant, dans les 3 premières lignes, et ensuite, nous avons la population annuelle. Donc, chaque année, nous devons avoir la population euh, qu'on retrouve dans chaque unité administrative. Le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de personnes testées, le nombre de personnes testées positives, le nombre de semaines, périodes analysées. Donc ici, c'est en fonction du nombre d'années que vous choisissez. Si on va sur le principe selon lequel une année fera environ 52 semaines, alors on peut facilement avoir le nombre de semaines pour l'ensemble de la période qui a été identifiée. Le nombre de semaines avec cas suspect, le nombre de semaines avec cas confirmés et enfin les facteurs de vulnérabilité qui sont ici proposés au nombre de 12. Donc, il s'agit ici de préparer, comme on l'a dit, préparer le template. Donc, l'outil respecte un canevas tel que ça a été présenté. Si vous insérez les données autrement, l'outil ne se retrouve pas. Donc, il faut respecter le canevas, le modèle qui est proposé. La liste doit contenir toutes les unités administratives, qu'elles aient eu des cas de choléra ou pas. Il faut préparer le modèle. Si jamais il y a des années additionnelles, ces années-là peuvent être, des colonnes peuvent être insérées pour renseigner les données par rapport à ces années additionnelles. Là, il s'agit des années lorsqu'on va déjà à plus de 5 ans. Respecter l'ordre des variables et la convention pour les noms des variables. Vérifier la consistance des données, leur format et les données manquantes. Donc, ces étapes sont primordiales pour avoir une bonne analyse et pour avoir une bonne priorisation. Donc ici, la prochaine grande étape, c'est télécharger les données et revoir les résultats d'analyse. Donc, il s'agit de télécharger les données, vérifier l'index de priorité et évaluer les différents seuils potentiels. Là, nous allons faire une pratique. Nous allons aller directement dans le logiciel Excel pour voir exactement à quoi ressemblent les différents points que je viens d'aborder. Donc, là, vous avez le fichier Excel tel qu'il est conçu. Donc, la première page vous permet d'avoir une série d'informations qui vous donne un aperçu de la base de données et différents liens pour pouvoir accéder justement aux outils et un résumé de certains points et enfin une petite instruction. Donc, cette première page vous donne un canevas d'utilisation de l'outil. Et si jamais vous voulez plus d'informations, il y a des liens qui sont disponibles et qui permettent d'avoir ample information et qui vous donnent également accès aux différents jeux de données disponibles. La première feuille qui est la feuille capitale, c'est cette feuille tableau de données. Car cette feuille tableau de données nous permet justement de télécharger nos données et de pouvoir actualiser toutes les autres feuilles. Et c'est à travers cette feuille-ci qu'on peut avoir toutes les estimations pour les prochaines feuilles que nous allons parcourir.
Donc, pour ce qui est du processus d'importation des données, là, je vais tout simplement utiliser des données qui sont issues d'un des outils, des bases de données disponibles sur le site. Et une fois que les données sont copiées, je vais vous présenter exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, je vais arrêter le partage ici. Je reviens sur cette feuille-là. Donc, ici, vous avez le jeu de données qu'on retrouve sur le site de la DTFCC. Donc, c'est un jeu de données qui est constitué de 100 lignes, 100 lignes, et vous voyez que l'entête tel qu'il est conçu respecte le canevas que je viens de présenter avec les différents groupes jusqu'au niveau des facteurs de vulnérabilité. Une fois que ces données sont disponibles, donc on a fait les premières étapes, la préparation de la base de données, la collecte, l'identification des périodes, la validation des périodes et, et que nos données sont prêtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on copie notre jeu de données. On va copier notre jeu de données et qu'on va remettre dans l'autre feuille Excel, c'est-à-dire l'autre partie de l'outil. Et lorsqu'on arrive sur l'outil en lui-même, vous voyez qu'il y a un petit message qui vous indique coller les données ici en tant que valeur uniquement. Tout simplement parce que vos données autrement, les données ne seront pas prises en compte et, ou alors ne seront pas reconnues. Ou alors, il y aura des petites erreurs qui vont s'insérer. C'est pour ça que cela nécessite un collage à partir sous forme de valeur. Je fais un collage valeur et vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, il n'y a aucun format, en fait, dans les données que je viens de coller. C'est exactement les mêmes données, mais seulement le format n'est pas collé avec. Une fois que cela est fait, vous avez la prochaine feuille, feuille de calcul, qui vous donne également, qui vous permet d'avoir un calcul automatique. Donc là, présentement, il n'y a qu'une seule ligne qui est activée. Une seule ligne qui est activée tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas encore, tel que le fichier conçu, il était conçu pour une ligne. Pour avoir l'ensemble de mes lignes qu'on retrouve dans ma base de données, je sélectionne simplement la première ligne et je vais tirer cette ligne vers le bas pour mes 100 lignes qui ont été insérées dans la base de données. Et lorsque je relâche, on se rend compte que toutes les autres lignes sont renseignées. Donc, cela nous permet, en un clic, d'avoir l'ensemble des informations de notre jeu de données regroupées en fonction de nos 4 indicateurs. Ici, l'incidence, la persistance, le taux de positivité et la mortalité. Et automatiquement, il nous définit les scores pour chaque indicateur. Donc, cela faisant, il nous permet automatiquement également de calculer l'indice de priorité. L'indice de priorité ici qui est la somme tout simplement des différents scores, c'est-à-dire score de taux de positivité, score de persistance, score de mortalité, score d'incidence. C'est cette somme-là qui nous permet d'avoir 9, par exemple. Pour la suite, pour la prochaine feuille, c'est une feuille que nous allons revoir dans les diapositives, donc je vais sauter celle-là. Je voulais tout simplement vous montrer la feuille R3, c'est-à-dire tableau d'indice de priorité. Sur cette feuille, vous vous rendez compte que ici, il n'y a quasi aucune information, c'est qu'une seule ligne. Il s'agit en fait d'un tableau croisé dynamique qui s'actualise comme tout tableau croisé dynamique. Donc, une fois que vous renseignez les données, il suffit de cliquer sur n'importe quel point de votre tableau et vous avez un petit onglet analyse du tableau croisé dynamique qui vous permet justement d'actualiser votre tableau. En faisant cette actualisation, vous voyez que des nouvelles lignes sont créées et ça vous permet justement d'avoir un ensemble d'informations que nous allons voir également dans les diapositives. Et c'est pareil pour les prochaines feuilles.
Donc ici également, c'est un ensemble de tableaux croisés dynamiques qui permettent de ressortir les facteurs de vulnérabilité qui s'actualisent comme précédemment. Et enfin, vous avez un tableau d'export qui également, dans ce cas, s'actualise comme ça s'est fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur un point du tableau et aller dans l'onglet Actualiser. Et en faisant cette actualisation, il vous permet d'avoir toutes vos données et il vous les classe par index de priorité. On a signalé que l'index de priorité va de 0 à 12, en ce sens-là que nous avons 4 indices, 4 indicateurs qui sont scorés de 0 à 3. Je vais donc arrêter le partage pour l'outil Excel et je vais revenir dans la présentation. Donc, nous avons effectué cette étape, donc copie. Également, un des points que je n'ai pas mentionné lors de ma présentation, c'est qu'une fois que vous avez chargé vos données dans le fichier Excel, il est important de lui donner un nouveau nom que vous pourrez facilement reconnaître. Donc, les autres éléments, les autres étapes, nous les avons parcourues. Copie des données, étendre la sélection et mettre à jour toutes les tables. Cette image, si vous l'avez aperçue lors de la présentation du fichier Excel, et là, vous retrouvez un ensemble d'informations, notamment les informations sur votre jeu de données. Dans cette partie, c'est qui vous donne les informations sur le jeu de données, c'est-à-dire le nombre d'unités géographiques qui sont présentes dans votre jeu de données. La période, ici par exemple, elle va de 2017 à 2021. Le nombre d'années et un ensemble de caractéristiques de votre base de données. Un peu à droite, vous avez les indicateurs, donc l'incidence ici, et on peut avoir la médiane en termes d'incidence, la mortalité et la persistance. Un peu plus en bas, vous avez les éléments qui vous permettent de voir tout ce qui concerne la représentativité par rapport au testing. Parce qu'il faut signaler que la prise en considération des éléments du testing prennent en compte un certain nombre, un certain pourcentage. C'est-à-dire que si on a trop d'informations manquantes dans la base de données en ce qui concerne le testing, il y a ce petit algorithme qui nous permet de décider de l'implication ou alors l'inclusion ou la non-inclusion de ces paramètres pour le testing. Donc, là, vous avez la première ligne qui vous donne ici l'information sur l'incidence. Cela a été déjà abordé. Et enfin, nous avons l'indice de priorité. Donc, lorsque vous chargez vos données et que vous actualisez votre feuille Priority Index Calculation, il vous donne pour chaque indicateur la valeur médiane par unité administrative et il vous donne également la mortalité, le score également de chaque indicateur. Pareil pour la mortalité, la persistance, la persistance, la positivité, le taux de positivité. Et il vous donne donc le score de priorité. Pour ce qui est des facteurs de vulnérabilité, comme on l'a dit, les facteurs de vulnérabilité, on en a 12 qui sont proposés par l'outil et ces 12 sont retrouvés sur la feuille Additional Factor Tables. Sur cette feuille-là, vous avez euh, par exemple ici, vous avez la première ligne qui vous indique que en ce qui concerne le facteur Location Adjacent to Cross-Border Cholera Affected Area or Identified PAMIs, vous avez pour le score de 12, une seule unité administrative
Par contre, pour le score de 11, vous avez également une seule. Pour le score de 10, vous avez 4 unités administratives qui ont répondu oui en ce qui concerne ce facteur de vulnérabilité. Cette feuille également, c'est une feuille de résumé, Priority Index Summary, qui vous donne pour chaque indicateur ou alors pour chaque unité certaines informations. Cela a été présenté tout à l'heure par Dr. Morgan. Donc ici, par exemple, vous avez pour le score de 12, 2 unités géographiques qui ont ce score-là. Et ce qui correspond à 2% de l'ensemble de notre jeu de données et une population de 2 413 187. Et vous avez également la proportion par rapport à la population totale de la base de données, le nombre de cas représentant ces 2 unités géographiques, la proportion par rapport à l'ensemble de la base de données et enfin le nombre de décès. Donc, c'est ça qui est présenté sur toutes ces parties, cette partie-ci. Et vous pouvez également faire ce jeu jusqu'au dernier score. Le score ici le plus bas, c'est le score de 0. Et il nous présente par exemple que nous avons 22 unités administratives qui ont un score de 0. Ça veut tout simplement dire que pour ces 22 unités administratives, nous n'avons pas eu de cas ou alors nous n'avons pas eu de cas dans ces unités administratives. Ici, le seuil qui a été choisi, par exemple, c'est le seuil d'index de priorité, c'est toutes les unités administratives avec un score supérieur à 10. Et lorsqu'on va sur cette définition, ce seuil-là, on se rend compte qu'on a 26 unités géographiques parmi les 100, donc soit 26%, 31%, ce qui correspond à 31% de la population, et 86,3% des cas, 63% des décès. Donc, le seuil ici, comme on l'a dit, il s'est défini lors d'une réunion avec les partenaires, avec les sectoriels, pour avoir un consensus. Et c'est sur cette base-là que le seuil est fait et ensuite la validation se fera. Ici, par exemple, vous avez plusieurs scénarios. Donc, lorsque l'analyse est faite, plusieurs scénarios sont proposés lors de la réunion de validation et en fonction du scénario qui scie le plus, on prend la décision. On se rend compte, par exemple, que dans le premier cas, dans le premier scénario, on a par exemple un seuil qui est fixé à supérieur ou égal à 4 et on se rend compte que nous avons 47 districts, soit 29% de la population, 29% des districts, soit 34% de la population, 93% des cas inclus et 94% des décès inclus. À côté, nous avons un autre scénario pour lequel on augmente un peu le seuil, nous sommes passés de 4 à 5, et là, le nombre de districts et les autres paramètres diminuent. Et enfin, lorsque l'index est à 6, on a également une diminution. Comme l'a dit tout à l'heure Dr. Morgan, tout dépend il faut faire une balance. Ici, c'est une question de balance entre l'intervention et l'impact qu'on veut apporter. Donc, c'est une discussion très importante et qui permet d'orienter toutes les prochaines étapes en fonction de ce qui est planifié dans le plan national de lutte. Donc, c'est cette balance ici qu'il faut prendre en considération. Donc, l'impact et la faisabilité en termes d'intervention dans les PAMI. Pour ce qui est du seuil d'index de priorité, ici, par exemple, comme on l'a dit, le seuil ici était fixé à supérieur ou égal à 10. On se retrouve avec 26 unités administratives parmi les 100. Par contre, lorsqu'on fixe le seuil à 8, supérieur ou égal à 8, on se retrouve avec 48 unités administratives. Donc, ici également, il est question de jouer sur cette balance pour prendre la décision idoine. La dernière grosse étape concerne la réunion de validation de la liste finale des PAMI. Donc, il est question de définir le seuil pour l'index. Docteur Desfouet, il vous reste 2 minutes. Pour l'index de priorité et, si besoin, évaluer les facteurs de vulnérabilité. Donc, l'objectif de la réunion est, comme on l'a dit, de valider la liste finale de PAMI qui va se faire en 2 étapes, valider selon le seuil d'index de priorité et, si besoin, discuter des unités additionnelles. Donc, les unités additionnelles qui pourront être incluses sur base de leur vulnérabilité
et ça constituera donc l'ensemble des PAMI qui seront identifiés. Et comme on peut, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un atelier de 2 à 3 jours, mais ce schéma peut s'adapter en fonction de chaque pays et avec les différentes institutions et partenaires et impliquer également les partenaires qui sont impliqués dans le plan national de lutte contre le choléra. Comme recommandation pour la préparation, il s'agit euh, de préparer une présentation résumant la méthodologie et le processus, et cartes avec un système géographique et possibilité de les modifier lors des discussions, la prise de notes, donc l'identification des rapporteurs, l'utilisation des exports simplifiés, de documenter toutes les décisions qui sont prises et identifier les facilitateurs et les décisionnaires si besoin d'arbitrage. Comme point clé pour les PAMI additionnels, leur nombre doit être limité, doit être basé sur des raisons objectives. Différentes approches participatives doivent être prises. Par exemple, le nombre maximum d'unités additionnelles, le pourcentage maximum de population totale inclus dans la liste finale des PAMI et justifier et documenter toutes les unités supplémentaires dans la liste finale. Donc, il est question de documenter tout ce qui se fait. Et la liste finale des PAMI correspond à toutes les unités géographiques ciblées par une intervention liée au plan de lutte contre le choléra et elle doit comprendre la liste initiale et la liste des PAMI supplémentaires. Également, il faut noter qu'il y a plus de priorisation parmi les PAMI. Donc, une fois que les PAMI ont été définis, ça reste cette liste-là. Bien, Enfin, on a le conclure. rapport. Je Il crois que c'est la faudra dernière conclure, docteur. diapositive. Oui. Voilà, merci, merci beaucoup. Mhm. Merci. Allez-y avec ta dernière Oui. diapositive. Oui, la dernière diapositive, il s'agit de préparer un rapport qui doit être soumis justement à la DGTFCC, comme l'a précisé Morgane, avec les différentes étapes, avec cette étape de revue technique indépendante. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Eric, d'avoir joint toute la théorie à la pratique. C'était vraiment intéressant parce que nous avons compris dans les faits comment est-ce que ça se passe. Je crois, chers participants, nous sommes arrivés à terme des présentations. On va pouvoir laisser la place à quelques questions, n'est-ce pas? On va pouvoir répondre à quelques questions qui sont posées et on va aussi profiter pour donner la parole à ceux qui veulent poser la question en live à une ou des personnes, cela avant de pouvoir clôturer ces webinaires. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Il y avait une question dans les chats qui a déjà été répondue. Donc, s'il y a d'autres questions, nous vous accordons la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous levez la main. Je vais vous donner la parole pour ceux qui veulent participer en live. Sinon, il y a eu quelques questions qui ont déjà été posées dans la rubrique questions et réponses pour lesquelles, n'est-ce pas, des réponses ont été apportées, notamment la question qui a été adressée par Anne en rapport avec les interventions WASH qui sont définies et
Je crois que Dr Morgan a répondu à la question dans cette rubrique-là. Cependant, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante ou les thèmes suivants sur les calendriers. Ouais, voilà, il faudrait aussi vous rappeler qu'il y a eu des liens qui ont été partagés euh, dans les chats ou dans la rubrique questions-réponses, comment accéder aux ressources méthodologiques des PAMI, donc les ressources d'introduction au PAMI. Vous avez ces liens-là que vous pouvez télécharger ou copier avant qu'on puisse clôturer ces webinaires. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, cela veut dire que tout est clair et limpide comme l'eau des roches. OK. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On va accorder la parole à Dr Vincent pour les mots de la clôture de ce webinaire. OK. Merci, docteur Freddy, pour la parole. À nouveau, je voudrais remercier tous les participants pour la participation à ce webinaire. Comme cela a été dit lors des présentations, nous nous sommes concentrés aujourd'hui sur les outils PAMI pour le contrôle du choléra. Et nous aurons une deuxième session dans 2 semaines qui portera sur les outils PAMI dans le cadre de l'élimination du choléra. Donc, ce webinaire n'est qu'un début et ce sera complété dans 2 semaines par le webinaire sur les outils pour l'identification des PAMI dans le cadre de l'élimination, ce qui vous permettra d'avoir le paquet complet pour la conduite des PAMI selon le contexte de votre pays. Nous sommes conscients que les présentations qui sont faites ici ne suffisent pas pour que vous ayez une maîtrise totale de, des outils. Mais nous pouvons vous rassurer que nous sommes disposés à accompagner tous les pays, à apporter les appuis techniques qu'il faut aux pays désireux de s'engager dans le processus pour l'identification des PAMI ou pour la révision des PAMI pour ceux qui déjà l'avaient conduit il y a plus de 5 ans. D'ailleurs, lors de du prochain webinaire qui sera fait, nous aborderons la question qui concerne les différents appuis que l'OMS, les 3 niveaux, pourront apporter au pays dans l'accompagnement du processus. Ceci dit, je voudrais dire que j'ai été un peu surpris par le petit nombre de participants à cet atelier. Et là, je m'adresse aux collègues des bureaux pays. Je pense qu'il faut partager les invitations largement dans les forats pour que beaucoup de personnes puissent prendre part à ce webinaire. Nous avions un webinaire pour les pays anglophones il y a 1 semaine et il y avait un très grand nombre de participants. Donc, nous avons plus de pays francophones dans la région et je suis surpris qu'on ait si peu de participants aujourd'hui. Mais je reste confiant que dans 2 semaines, lors de l'atelier, lors du webinaire sur l'élimination, nous serons plus nombreux pour pouvoir maîtriser la démarche, renforcer la prise de conscience et l'appropriation par les décideurs dans nos différents pays et donc faciliter la mise en œuvre du processus afin d'engager nos pays et dans la voie
de bénéficier des facilités qui peuvent découler de la suite de la conduite des PAMI. Parce que Morgan l'a dit dans sa présentation, les PAMI, lorsque c'est fait, lorsque un certain nombre d'approches sont respectées après les PAMI, cela ouvre la porte à des appuis extérieurs pour les pays en termes de vaccination, d'appui technique, ainsi de suite. Ceci dit, je voudrais à nouveau vous remercier pour la participation, vous souhaiter une agréable journée et nous donner rendez-vous dans 2 semaines pour le second webinaire sur les outils pour l'élimination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Vincent, pour ton mot de clôture. Cela étant, nous sommes arrivés à terme de ce webinaire. Merci et au revoir à tous. Au revoir.